Je m'appelle Jacob. J'ai 30 ans et j'ai passé toute ma vie d'adulte à bâtir une épargne grâce à un travail acharné en tant qu'ingénieur logiciel. Ma demi-sœur Miranda m'a toujours considéré comme son distributeur automatique personnel, malgré le fait qu'elle me traitait comme de la saleté depuis plus de 15 ans. Le mois dernier, elle s'est présentée à ma porte avec un nouveau téléphone coûteux, agissant d'une gentillesse suspecte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà 10 coups d'avance sur son plan visant à voler mes 400 000 $ d'économie. Avant de vous raconter comment j'ai retourné son propre stratagème contre elle, laissez un commentaire indiquant d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires de justice rendues de la manière la plus inattendue. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ce ne fut pas particulièrement désordonné, pour ce qui est des divorces, mais cela a quand même laissé des traces en moi. Ma mère a déménagé à travers le pays pour une opportunité d'emploi et je suis resté avec mon père dans notre maison de banlieue près de Seattle. Pendant environ 2 ans, nous n'étions que nous deux, à essayer de nous débrouiller. Nous avons développé une routine et un lien assez solide pendant cette période. Papa travaillait comme comptable et je me concentrais sur l'école, en particulier les mathématiques et l'informatique, pour lesquelles j'avais un talent naturel. Quand j'avais 14 ans, tout a changé. Papa a rencontré Catherine, une femme divorcée avec une fille de 16 ans nommée Miranda. Après une romance éclair de 6 mois, ils se sont mariés et j'ai soudainement eu une nouvelle belle-mère et une nouvelle demi-sœur. J'étais en fait excité au début. J'avais toujours voulu un frère ou une sœur. Et même si Miranda était plus âgée, je pensais que nous pourrions peut-être devenir amis ou du moins alliés pour naviguer dans notre nouvelle famille recomposée. Mon Dieu, comme je me trompais. Dès le premier jour, Miranda a clairement fait savoir qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec moi. La première fois que nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner de présentation, elle a à peine reconnu mon existence, répondant à mes tentatives de conversation par des roulements d'yeux et des réponses monosyllabiques. J'ai mis ça sur le compte de sa nervosité ou peut-être de son mécontentement face au changement dans sa vie. J'ai décidé de lui donner de l'espace et du temps pour s'adapter, mais les choses ne se sont jamais améliorées. En fait, elles ont empiré une fois que nous avons tous emménagé ensemble. Miranda traitait notre maison comme un hôtel, allant et venant comme bon lui semblait, laissant des désordres partout pour que d'autres les nettoient et ne me parlant que quand elle avait besoin de quelque chose. Ma belle-mère, Catherine, n'était pas d'une grande aide. Elle favorisait clairement sa fille et trouvait des excuses à tous ses comportements. Environ 3 mois après la fusion de nos familles, le premier incident majeur s'est produit. Papa et Catherine étaient sortis pour la soirée, laissant Miranda et moi à la maison. J'étais dans ma chambre, travaillant sur un projet de codage, quand j'ai entendu un bruit assourdissant en bas. Quand je suis allé enquêter, j'ai trouvé un vase en cristal brisé qui avait appartenu à ma grand-mère. Miranda se tenait là, téléphone à la main, l'ayant clairement fait tomber en prenant des selfies. Papa va être en colère, dis-je. C'était le vase de grand-mère. L'expression de Miranda changea instantanément. Je ne l'ai pas fait, dit-elle, ses yeux se plissant. C'est toi. Tu es descendu en courant et tu as heurté la table. Quoi? Non, je n'ai pas fait ça. J'étais dans ma chambre tout le temps. Elle eut un sourire narquois. C'est ta parole contre la mienne. Qui penses-tu qu'ils croiront? Je suis la fille parfaite depuis qu'ils se sont mariés. Toi, tu traînes des pieds. Quand nos parents sont rentrés à la maison, Miranda a fait une performance digne d'un Oscar, avec des larmes, affirmant que j'avais couru dans la maison et fait tomber le vase. Malgré mes protestations, papa l'a cru. J'ai vu ce jour-là quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant quand il me regardait. Le doute. Cela m'a fait plus mal que n'importe quelle punition aurait pu le faire. Ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, 40 $ avaient disparu du sac à main de Catherine. Miranda suggéra que j'avais peut-être pris l'argent, mentionnant qu'elle avait remarqué que j'achetais plus de jeux vidéo ces derniers temps. La vérité était que j'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter un seul jeu, mais encore une fois, le doute fut jeté sur moi. Le pire arriva pendant ma première année de lycée. Miranda, alors en terminale, répandit des rumeurs selon lesquelles j'avais triché à un examen majeur. Ce n'était pas vrai, mais la rumeur parvint à plusieurs professeurs qui commencèrent à me surveiller de plus près pendant les examens. Certains de mes amis commencèrent à prendre leur distance. Même si rien ne fut jamais prouvé, les dégâts à ma réputation étaient faits. Ma vie sociale, déjà difficile en tant que geek technologique plutôt introverti, devint encore plus compliquée.
À travers tout cela, mon père ne prit jamais vraiment mon parti. Il essayait d'être diplomate, suggérant que les deux enfants devaient mieux s'entendre ou que ces malentendus arrivaient dans les familles recomposées, mais ce n'était pas un malentendu. C'était un sabotage délibéré et au fond de lui. Je pense qu'il le savait, mais ne voulait pas créer de vagues avec sa nouvelle femme. Malgré le traitement injuste, j'ai développé une personnalité résiliente. Plutôt que de devenir amer ou de riposter, je me suis concentré sur mon éducation et mes compétences technologiques. Les ordinateurs avaient un sens pour moi que les gens n'avaient souvent pas. Ils suivaient des règles logiques et donnaient des résultats prévisibles en fonction des entrées. Il y avait un réconfort dans cette fiabilité que je ne pouvais pas trouver dans ma vie familiale. À mesure que Miranda et moi grandissions, ses tactiques ont changé. Elle a réalisé que je pouvais lui être utile. Au moment où j'avais 16 ans et elle 18 ans, elle avait commencé à venir me demander de l'aide pour ses devoirs scolaires, en particulier tout ce qui était lié à l'informatique. Je l'ai aidée en partie parce que j'espérais toujours ce lien fraternel que j'avais initialement voulu, et en partie parce que cela semblait réduire l'hostilité active entre nous. Quand Miranda est entrée à l'université avec une moyenne générale moins que stellaire, mais d'excellentes activités parascolaires que papa avait payées, elle est soudainement devenue beaucoup plus amicale envers moi. Elle appelait ou envoyait des messages pour demander de l'aide pour des dissertations ou des présentations. Encore une fois, j'ai aidé, passant des heures à formater ses documents ou à réparer son ordinateur portable quand il plantait inévitablement à cause des sites web douteux qu'elle visitait. Cela a établi notre schéma pour les années à venir. Miranda m'ignorait ou me dénigrait jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose. Puis soudain, j'étais son super petit frère jusqu'à ce que la faveur soit terminée. Puis elle était de nouveau traitée comme une nuisance. Malgré tout, je l'aidais à chaque fois parce qu'au fond, je gardais l'espoir qu'un jour elle me verrait comme un membre de la famille et pas seulement une ressource à exploiter. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'avais accepté que notre relation serait probablement toujours à sens unique. Mais j'avais aussi appris des leçons précieuses sur la nature humaine, la manipulation et l'importance de l'autonomie. Je ne savais pas alors que ces leçons me sauveraient un jour de la plus grande trahison de Miranda. Mon travail acharné au lycée a porté ses fruits lorsque j'ai reçu une bourse pour une prestigieuse université technique en Californie. Ce n'était pas une bourse complète, mais elle couvrait environ 60% de mes frais de scolarité. Papa m'a un peu aidé, mais avec Miranda également à l'université et ayant constamment besoin d'argent pour des urgences, ses ressources étaient limitées. J'ai donc cumulé plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Au cours de ma première année, j'ai travaillé 20 heures par semaine au service d'assistance informatique du campus. Les étés étaient encore plus chargés, car je faisais des stages de développement logiciel le jour et livrais des pizzas la nuit. C'était épuisant, mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme avec un minimum de dettes et une expérience professionnelle précieuse. Ma troisième année a marqué un tournant. L'un de mes professeurs m'a recommandé pour un stage compétitif dans une grande entreprise technologique. Le stage était étonnamment bien rémunéré. Et j'ai été si efficace qu'ils m'ont offert un poste à temps partiel pendant ma dernière année avec la promesse d'un emploi à temps plein après l'obtention de mon diplôme. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, avec 3 offres d'emploi sur la table. J'ai choisi l'entreprise où j'avais fait mon stage, commençant à un salaire de 72 000 $ par an en tant qu'ingénieur logiciel junior. Ce n'était pas l'offre la plus élevée, mais l'entreprise avait un excellent potentiel de croissance et un programme d'appariement 401K substantiel. Cette décision s'avérerait essentielle pour mon avenir financier. Dès le premier jour de ma carrière professionnelle, j'ai vécu bien en dessous de mes moyens. Alors que beaucoup de mes collègues louaient des appartements de luxe et achetaient de nouvelles voitures, j'ai trouvé un modeste studio et j'ai continué à conduire ma Honda Civic de 10 ans. J'apportais mon déjeuner de la maison, je limitais les repas à l'extérieur à 1 fois par semaine et je suivais chaque dollar dépensé. Certaines personnes pourraient appeler cela extrême, mais j'avais un plan. J'ai mis en place des dépôts automatiques pour maximiser immédiatement mes contributions aux 401K. Au-delà de cela, j'ai établi un budget strict qui allouait 25% de mon revenu net à un compte d'épargne à haut rendement, 25% à un portefeuille d'investissement diversifié et je vivais sur les 50% restants. Au fur et à mesure que mon salaire augmentait, j'ai maintenu ces pourcentages, augmentant mon épargne plutôt que mon mode de vie. En 3 ans, j'avais été promu 2 fois, portant mon salaire à 150 000 $. En 5e année, j'étais un ingénieur logiciel senior gagnant 130 000 $. Ma stratégie d'investissement est restée conservatrice mais efficace,
se concentrant sur les fonds indiciels et les actions de premier ordre avec des dividendes réinvestis. L'entreprise technologique pour laquelle je travaillais est également entrée en bourse au cours de ma 6e année. Et les options d'achat d'actions que j'avais accumulées ont soudainement eu une valeur réelle et substantielle. Entre mon 401k, mon compte d'investissement personnel, mes options d'achat d'actions et mon épargne à haut rendement, j'avais accumulé un peu plus de 400 000 $ au moment où j'avais 30 ans. Ce n'était pas de la richesse selon les normes de la Silicon Valley, mais cela représentait une sécurité financière et la base d'une richesse future que j'avais travaillé incroyablement dur pour construire. Pendant tout ce temps, la vie de Miranda a pris un chemin très différent. Elle a obtenu son diplôme universitaire en communication après 5 ans et demi, changeant de majeur 3 fois. Son premier emploi dans une firme de marketing n'a duré que 4 mois avant qu'elle ne démissionne, affirmant que son patron était toxique. Cela a marqué le début d'un schéma de changement d'emploi qui allait définir ses 20 ans. Au cours des années suivantes, Miranda a enchaîné au moins 8 emplois différents, ne restant jamais plus de 10 mois à un poste. Entre 2 emplois, elle appelait invariablement papa pour de l'argent ou, de plus en plus, me contactait directement. Les demandes ont commencé modestement. 300 $ pour le loyer jusqu'à sa prochaine paie, 500 $ pour des réparations de voitures, 1000 $ pour un dépôt de garantie pour un nouvel appartement après avoir été expulsé du précédent. Papa a continué à la sortir de l'embarras jusqu'à ce qu'il ne puisse tout simplement plus le faire. Catherine avait développé des problèmes de santé nécessitant des traitements coûteux, et leurs économies avaient diminué. C'est à ce moment-là que Miranda a commencé à concentrer ses urgences financières sur moi, ayant eu vent de mon succès croissant par des conversations familiales. « Jacob, tu as de l'argent qui ne fait rien », disait-elle quand j'hésitais à lui envoyer de l'argent. « Je suis de la famille. Pourquoi d'autres économises-tu qui soient plus importants que d'aider ta sœur ?» Les demandes ont augmenté en même temps que mon salaire. Elle avait besoin d'argent pour un avocat après un DUI. Elle avait besoin de rembourser des dettes de carte de crédit avec des taux d'intérêt alarmants. Elle avait besoin de fonds pour une opportunité commerciale qui allait changer sa vie et qui ne s'est jamais concrétisée. Chaque fois, j'aidais, généralement avec une conversation sur la responsabilité financière qu'elle ignorait ou face à laquelle elle se mettait sur la défensive. Chaque fois, je me disais que c'était la dernière fois, et chaque fois, des mois plus tard, mon téléphone sonnait avec une autre crise que seul l'argent pouvait résoudre. Ce qui rendait les choses plus difficiles, c'était la dynamique familiale qui ne semblait jamais changer. Chaque fois que nous nous réunissions pour les vacances ou des occasions spéciales, mon succès professionnel n'était mentionné que brièvement, voire pas du tout. Mais si Miranda avait réussi à garder un emploi pendant 6 mois ou avait eu un rendez-vous prometteur, c'était célébré comme si elle avait gagné un prix Nobel. Miranda fait vraiment des efforts dans son nouveau travail, dirait papa fièrement, son patron dit qu'elle a un réel potentiel. Pendant ce temps, ma récente promotion au poste de chef d'équipe, gérant 6 ingénieurs, ou le lancement réussi d'un produit que j'avais supervisé, passait inaperçu. C'était comme si mon succès était attendu, donc sans intérêt. Tandis que les moindres réussites de Miranda étaient une cause de célébration parce qu'elles étaient si rares. Malgré tout cela, j'ai gardé l'espoir qu'un jour Miranda mûrirait, mettrait de l'ordre dans sa vie, et que nous pourrions avoir une véritable relation fraternelle basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. Je me disais qu'en l'aidant à traverser ces moments difficiles, j'investissais dans cette future relation. Rétrospectivement, je vois à quel point j'étais naïf. Alors que j'approchais de mes 30 ans, j'ai commencé à envisager d'acheter une maison. Le marché immobilier de la Bay Area était excessivement cher, alors je cherchais des options dans des régions plus abordables, voire même en télétravail. J'avais fait des recherches sur les quartiers, les taux hypothécaires et les taxes foncières, calculant exactement combien je pouvais me permettre de verser tout en maintenant un fonds d'urgence sain. C'est pendant cette période de planification financière active que Miranda est revenue dans ma vie avec son plan le plus élaboré à ce jour. Un plan qui allait tester non seulement notre relation, mais tout ce que je pensais savoir sur la loyauté familiale et les limites du pardon. Après ne plus avoir eu de nouvelles de Miranda pendant près de 4 mois, ce qui était inhabituellement long étant donné son cycle de crise habituel, elle m'a soudainement appelé un mardi soir d'octobre. « Jacob, ça fait une éternité. Comment vas-tu » Sa voix avait cette luminosité artificielle qui m'a immédiatement mis en alerte. Miranda n'était jamais aussi joyeuse à moins qu'elle ne veuille quelque chose. « Je vais bien, répondis-je avec prudence. Tout va bien pour toi. Mieux que bien. J'ai eu des changements très positifs dans ma vie et j'ai beaucoup réfléchi à la famille. J'aimerais te revoir en personne.
Es-tu libre ce week-end? C'était nouveau. Habituellement, les demandes d'argent de Miranda venaient par téléphone ou par SMS, pas en personne. J'ai accepté de la rencontrer ce samedi, la curiosité l'emportant sur moi. Quand le samedi est arrivé, Miranda s'est présentée à mon appartement, ayant meilleure apparence que je ne l'avais vue depuis des années. Ses vêtements semblaient neufs et élégants, ses cheveux fraîchement coiffés. Elle portait un sac de course d'un magasin d'électronique coûteux. « Tu as l'air en forme », dis-je en la laissant entrer. « Nouveau travail ?» Quelque chose comme ça, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mais je ne veux pas parler de moi. Je veux entendre parler de toi. Papa a mentionné que tu pensais à acheter une maison. » C'était vraiment étrange. Miranda n'avait jamais montré d'intérêt pour mes projets de vie auparavant. Je lui ai donné un aperçu vague de mes pensées sur l'accession à la propriété tandis qu'elle hochait la tête avec enthousiasme. « C'est si intelligent, Jacob. Tu as toujours été le magicien financier de la famille. » Elle fouilla dans le sac de course. « En parlant de ça, je voulais te donner quelque chose. Un merci pour toutes les fois où tu m'as aidé. » Elle me tendit une boîte contenant le dernier modèle de smartphone, valant facilement plus de 1000 $. Miranda, c'est trop, dis-je, sincèrement surpris. Tu n'avais pas besoin de faire cette folie. Tu utilises toujours la technologie pour le travail, et j'ai remarqué que ton téléphone a environ 3 ans. Celui-ci a des fonctions de sécurité incroyables pour la banque et les investissements. Il est parfait pour quelqu'un comme toi qui gère ses finances si soigneusement. Une petite sonnette d'alarme retentit dans ma tête. Comment savait-elle quel téléphone j'utilisais? Et depuis quand Miranda se souciait-elle des fonctions de sécurité bancaire? De plus, continua-t-elle, j'ai fait une super affaire grâce à un ami qui travaille au magasin. Ça m'a à peine coûté quoi que ce soit. Une autre sonnette d'alarme. Miranda n'avait pas d'amis qui lui offraient des affaires sorties de nulle part. Chaque cadeau était assorti de conditions dans son monde, mais j'ai accepté le téléphone, la remerciant tout en notant mentalement que je le ferais vérifier minutieusement avant de l'utiliser. Si Miranda a remarqué mon hésitation, elle ne l'a pas montré. Pendant l'heure suivante, elle s'est montrée inhabituellement intéressée par ma vie et ma carrière. Elle a posé des questions spécifiques sur ma routine quotidienne, les applications que j'utilise le plus fréquemment, et si je gérais la plupart de mes finances sur mon téléphone ou mon ordinateur. Tu sais, ce nouveau téléphone s'intègre parfaitement aux applications bancaires, a-t-elle mentionné négligemment. Tu devrais absolument transférer tous tes comptes dessus. Le scanner d'empreintes digitales est de première qualité pour la sécurité. Je vais y jeter un œil, dis-je évasivement. Alors, parle-moi de ces changements positifs dans ta vie. Tu as mentionné quelque chose comme un nouveau travail. Miranda décrivit vaguement une opportunité de conseil qui rapportait bien, mais offrit peu de détails. Quand je lui demandai plus de précision, elle changea habilement de sujet pour parler de moi ou du nouveau téléphone. « Laisse-moi t'aider à l'installer », proposa-t-elle, tendant la main vers la boîte. « Je peux transférer toutes tes applications importantes en un rien de temps. »« C'est bon, dis-je, tirant légèrement la boîte. Je préfère le faire moi-même. Protocole de sécurité du travail et tout ça. » Un éclair d'agacement traversa son visage avant qu'elle ne se reprenne rapidement. « Bien sûr, Monsieur Sécurité, taquina-t-elle, j'essaie juste d'aider. » Avant de partir, Miranda insista pour prendre un selfie avec moi tenant le nouveau téléphone afin de commémorer ce nouveau départ dans notre relation. Elle mentionna également qu'elle me contacterait bientôt pour voir comment j'aimais le téléphone. Dès qu'elle est partie, j'ai posé la boîte non ouverte sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai fixée. Quelque chose n'allait pas. En 15 ans, Miranda ne m'avait jamais offert un cadeau qui ne soit pas une carte cadeau de 20 $ pour Noël ou mon anniversaire. Maintenant, tout d'un coup, elle me donne un smartphone coûteux et montre un intérêt inhabituel pour mes applications financières. J'ai repensé à notre conversation, en particulier à ses revenus inexpliqués alors qu'elle était au chômage la dernière fois que nous nous étions parlé. La façon dont elle ramenait constamment la conversation à mes habitudes bancaires, son insistance à vouloir configurer le téléphone pour moi. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas, mais une autre partie de moi se demandait si j'étais paranoïaque. Et si Miranda essayait vraiment de tourner la page? Et si elle voulait sincèrement me remercier pour des années de soutien financier? Est-ce que rejeter son cadeau la repousserait juste au moment où elle pourrait mûrir? Après une heure de débat interne, j'ai décidé de procéder avec une extrême prudence, j'allais configurer le téléphone,
mais je ne lui transférerai aucune information sensible. Pas d'application bancaire, pas de gestionnaire de mots de passe, rien de financier du tout. Je l'utiliserai comme un appareil secondaire, principalement pour les appels et les applications de base, tout en gardant mon ancien téléphone pour tout ce qui était important. Au cours des jours suivants, j'ai utilisé le nouveau téléphone au minimum. J'ai remarqué un comportement étrange, des notifications occasionnelles qui disparaissaient lorsque j'essayais de les consulter plus rapidement que la normale, une décharge de batterie plus rapide et le téléphone qui était parfois chaud même lorsqu'il n'était pas utilisé. Quand j'ai mentionné ces problèmes à Miranda par SMS, elle m'a immédiatement proposé de l'emmener à son ami au magasin pour le faire vérifier. Pas besoin, ai-je répondu. Je vais m'en occuper. Son insistance à propos du téléphone a continué. Elle m'envoyait des SMS presque quotidiennement pour me demander si j'utilisais pleinement toutes ces fonctionnalités et mentionnait spécifiquement les applications bancaires et d'investissement plusieurs fois. Quand j'ai dit que je ne les avais pas encore configurées, elle a semblé déçue et a souligné à quel point le téléphone était sécurisé pour les transactions financières. Après environ 2 semaines de ce comportement étrange, j'ai décidé qu'il était temps de découvrir ce qui se passait réellement avec le généreux cadeau de Miranda. J'avais besoin de l'aide d'un expert pour enquêter sur mes soupçons concernant le téléphone. J'ai contacté mon ami Logan, qui travaillait dans la cybersécurité dans une entreprise technologique concurrente. Logan et moi étions amis depuis l'université, et il était l'une des rares personnes à connaître l'historique complet de ma relation compliquée avec Miranda. « Apporte le téléphone chez moi ce soir », dit Logan après avoir entendu mes préoccupations. « Ne fais rien d'autre avec d'ici là. » Ce soir-là, Logan a connecté le téléphone à son équipement spécialisé et a commencé à exécuter des diagnostics. Après environ 20 minutes de travail concentré, son expression s'est assombrie. « Jacob, ce téléphone est sérieusement compromis », dit-il en tournant son moniteur vers moi. Il exécute un logiciel espion sophistiqué que je n'ai vu utiliser que dans l'espionnage industriel ou par des voleurs d'identité très avertis en technologie. Il pointa diverses anomalies dans le code. Ce logiciel particulier enregistre tout. Les frappes au clavier, les captures d'écran toutes les 5 secondes, l'accès à la caméra, l'accès au microphone. Il envoie toutes les données à un serveur distant. Si vous aviez accédé à vos services bancaires sur cet appareil, celui qui a installé ceci aurait tout ce dont il a besoin pour vous vider les poches. Peux-tu dire qu'il a installé, demandai-je. Bien que je connaisse déjà la réponse. Logan hocha la tête sombrement. Le logiciel espion a été installé 3 jours avant la date où vous avez dit que Miranda vous a donné le téléphone. Il nécessitait un accès physique à l'appareil. La confirmation me frappa comme un coup de poing à l'estomac. J'avais toujours su que Miranda était égoïste et manipulatrice, mais ce niveau de trahison calculée était choquant. Elle ne demandait plus seulement de l'argent. Elle essayait activement de voler toutes mes économies. Que dois-je faire maintenant, demandai-je à Logan. L'affronter ? Pas encore, conseilla Logan. Si tu te dévoiles trop tôt, elle niera tout et essaiera peut-être une autre approche. Rassemblons plus de preuves et élaborons une contre-stratégie. Au cours des heures suivantes, Logan et moi avons élaboré un plan. Au lieu d'affronter Miranda immédiatement, nous allions retourner son stratagème contre elle. Nous allions créer un honeypot sophistiqué qui lui donnerait exactement ce qu'elle voulait voir tout en protégeant mes actifs réels. Premièrement, Logan m'a aidé à créer un compte bancaire avec un historique de transactions d'apparence réaliste mais complètement faux. Nous l'avons fait apparaître comme si j'avais récemment consolidé toutes mes économies et investissements dans ce seul compte à haut rendement, affichant un solde d'un peu plus de 400 000 $. Ensuite, nous avons créé une piste numérique élaborée montrant des transferts de mes comptes légitimes vers ce compte leur. Nous avons même antidaté certaines transactions pour rendre l'historique plus convaincant avec l'aide de Logan. J'ai également créé un site web bancaire convaincant mais faux qui reflétait le site de ma vraie banque mais qui suivrait en fait quiconque tenterait d'y accéder. Si Miranda tentait de se connecter en utilisant des identifiants qu'elle avait volés au logiciel espion, nous aurions une preuve définitive de ses intentions. Maintenant vient la partie délicate. Bowen dit, vous devez délibérément entrer vos identifiants pour le compte leur sur le téléphone compromis. Faites en sorte que cela ait l'air naturel, comme si vous vérifiez simplement votre solde ou effectuiez un virement de routine. Le logiciel espion capturera tout et l'enverra à Miranda. Et puis nous attendons, ajoutai-je. Et puis nous attendons, confirma Logan. Le lendemain, j'ai soigneusement utilisé le téléphone compromis pour vérifier mes finances. Je me suis connecté au compte leur,
j'ai examiné le faux solde de 400 000 $ et j'ai même configuré quelques virements programmés entre les comptes internes pour simuler une gestion financière active. Vint ensuite la partie la plus difficile, maintenir une communication normale avec Miranda tout en sachant ce qu'elle tramait. Elle m'envoyait des SMS plus fréquemment maintenant, posant des questions occasionnelles sur ma journée ou envoyant des mèmes aléatoires comme si nous avions toujours eu ce genre de relation. Chaque message me paraissait comme du papier de verre sur ma peau, mais je répondais naturellement, sans donner aucune indication que je connaissais son plan. Miranda est devenue de plus en plus amicale, suggérant des déjeuners et proposant même de m'aider à rechercher des quartiers pour l'achat de ma maison. Après tout, a-t-elle envoyé par SMS, à quoi sert d'avoir un frère qui a réussi si je ne peux pas bénéficier de sa sagesse immobilière? L'ironie de cette déclaration était presque trop difficile à supporter. 2 semaines après le début de notre contre-opération, Logan a confirmé que quelqu'un avait tenté d'accéder au faux portail bancaire en utilisant les identifiants que j'avais entrés sur le téléphone compromis. L'adresse IP correspondait au fournisseur d'accès Internet de Miranda. Elle a mordu à l'hameçon, a dit Bohen. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre qu'elle passe à l'action pour l'argent. L'attente était atroce. Chaque interaction avec Miranda me semblait une trahison, non seulement envers moi, mais envers ce que la famille devrait signifier. Je l'avais toujours aidée, toujours accordé le bénéfice du doute, toujours espéré qu'elle changerait. Et c'est ainsi qu'elle me récompensait de cette loyauté. La nuit, je restais éveillé à penser à toutes les fois où j'avais défendu Miranda auprès d'amis qui se demandaient pourquoi je continuais à l'aider. J'avais toujours insisté sur le fait que sous son extérieur difficile se trouvait quelqu'un en qui il valait la peine de croire. Maintenant, je devais faire face à la possibilité que je me sois trompé depuis le début, que la sœur que j'avais espérée n'existait que dans mon imagination. Pourtant, je suis resté fidèle au plan. Logan surveillait le faux portail bancaire pendant que je continuais ma mascarade avec Miranda. 3 semaines après m'avoir donné le téléphone, elle a appelé avec une invitation qui signalait que sa fin de partie approchait. Jacob, maman et papa veulent faire un dîner de famille ce samedi. Ils m'ont spécifiquement demandé de m'assurer que tu viennes. Peux-tu venir? Sa voix avait la même gaieté artificielle qu'avant, mais maintenant je la reconnaissais pour ce qu'elle était. Le son de quelqu'un qui pensait qu'il était sur le point de gagner. Je ne le manquerai pour rien au monde, répondis-je, ma propre voix soigneusement modulée pour cacher ce que je savais. Une occasion spéciale? Oh, juste du temps en famille, dit Miranda vaguement. À samedi à 18 h. Après avoir raccroché, j'ai appelé Logan. Je pense qu'elle va passer à l'action ce week-end. Peux-tu t'assurer que tout est en place d'ici samedi? C'est déjà fait, m'assura Logan. Le faux compte est configuré pour afficher une alerte de retrait non autorisée si elle tente de transférer l'argent. Vos vrais comptes ont des mesures de sécurité supplémentaires en place au cas où. Et surtout, j'ai tout documenté à des fins légales si cela devait en arriver là. La scène était prête pour le dernier acte du plan de Miranda. Elle ne savait pas que j'avais complètement inversé son script. Le samedi soir est arrivé, et j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père et de ma belle-mère avec un mélange d'appréhension et de détermination. Alors que je me garais dans l'allée, j'ai remarqué la voiture de Miranda déjà là. Une Audi d'apparence neuve qui n'avait certainement pas été achetée avec un salaire de consultant, à moins que sa consultation n'implique des activités dont je ne voulais pas connaître l'existence. Papa m'a accueilli avec un câlin chaleureux. Jacob, content de te voir, mon fils. Ça fait trop longtemps. Catherine m'a offert un bonjour plus réservé, comme c'était son style habituel avec moi. La maison sentait son rôti de bœuf signature, et la table à manger était dressée avec la bonne porcelaine, suggérant que ce n'était pas un simple dîner de famille décontracté. Miranda sortit de la cuisine, pratiquement pleine d'énergie. Elle me serra dans ses bras avec un enthousiasme inhabituel, me murmurant à l'oreille, « Trop contente que tu aies pu venir, frérot. » Alors que nous nous asseyions pour le dîner, Miranda domina la conversation. Parlant de son travail de consultante nébuleux et laissant entendre de grands changements de vie à venir. Papa et Catherine semblaient captivés, pendus à ses lèvres. J'ai remarqué que Miranda vérifiait à plusieurs reprises son téléphone sous la table, souriant à chaque fois. À mi-chemin du repas, Miranda s'éclaircit la gorge de façon dramatique. Alors, j'ai une nouvelle excitante à partager avec tout le monde. Papa et Catherine se penchèrent en avant, pleins d'attente. J'achète une maison, annonça Miranda, rayonnante. J'ai fait une offre sur une magnifique maison de 3 chambres à Ballard, et elle a été acceptée. C'est merveilleux,
Chérie, s'exclama Catherine. Comment peux-tu te permettre ça, demanda papa, l'air à la fois fier et confus. Ces maisons se vendent à 700 000 $ au moins. Miranda agita la main d'un air dédaigneux. Mon entreprise de conseil a vraiment décollé et j'ai économisé très soigneusement. Elle me lança un rapide coup d'œil suffisant. J'ai beaucoup appris sur la gestion financière récemment. La conversation se poursuivit, Miranda décrivant la maison en détail, parlant de plans de rénovation et comment elle avait déjà parlé à un designer pour des armoires sur mesure. Papa et Catherine étaient dithyrambiques avec leurs félicitations, louant Miranda d'avoir enfin mis de l'ordre dans sa vie et fait preuve d'une telle maturité. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a interrogé sur mes propres projets d'achat de maison, malgré le fait que je les avais mentionnés lors de notre dernière réunion de famille. C'était la dynamique familiale classique. Les réalisations de Miranda, même les plus suspectes, éclipsaient tout ce que je faisais grâce à un travail acharné légitime. Après le dîner, tandis que papa et Catherine débarrassaient la table, Miranda m'a demandé de la rejoindre dehors sur la terrasse arrière pour prendre l'air. Une fois que nous fûmes seuls, toute son attitude changea. Le sourire éclatant disparut, remplacé par un regard froid et calculateur que j'avais vu maintes fois auparavant. Ou quand elle pensait avoir le dessus. Alors, Jacob, dit-elle, s'appuyant contre la balustrade. Comment trouves-tu le téléphone que je t'ai donné? C'est super, répondis-je neutrement. Très beau cadeau. Elle rit. Un son dur, rien à voir avec ses rires à table. Attentionné en effet. Tu sais, ce téléphone t'a en fait coûté bien plus cher que ce que j'ai payé pour lui. J'ai levé un sourcil, jouant l'innocent. Qu'est-ce que tu veux dire? Les yeux de Miranda brillèrent de malice. 400 000 $ pour être exact. À quelques centimes près. Je ne comprends pas, dis-je, gardant mon air confus. Laisse-moi t'expliquer, génie, ricana-t-elle. Ce téléphone avait un logiciel spécial installé dessus. Un logiciel qui enregistrait tout ce que tu faisais, y compris quand tu te connectais à tes comptes bancaires. As-tu vraiment cru que j'allais continuer à venir te demander des aumônes alors que je pouvais tout prendre d'un coup? Le mépris flagrant dans sa voix était sidérant. C'était Miranda sans prétention, montrant son vrai visage. Tu dis que tu as volé mon argent, demandai-je, ma voix soigneusement modulée pour paraître choquée. Voler est un mot scellé, répondit Miranda avec un sourire narquois. Disons que je l'ai libéré de quelqu'un de trop stupide pour le protéger correctement. Quelqu'un qui a exhibé son succès pendant que le reste d'entre nous luttait. Mais c'était toutes mes économies, protestai-je, jouant le jeu. Tout ce pourquoi j'ai travaillé au cours de la dernière décennie. Et maintenant, c'est mon apport personnel et mon budget de rénovation, dit Miranda froidement. Ne t'embête pas à essayer de le récupérer. Il a été transféré via 3 comptes différents et converti en crypto-monnaie. Introuvable. Et tu ne peux rien prouver sans admettre que tu as fraudé le fisc en cachant des actifs. Cette dernière partie était une fabrication complète, mais cela montrait à quel point Miranda en savait peu sur mes finances malgré sa confiance. Quand as-tu fait ça, demandai-je, laissant transparaître un tremblement dans ma voix. Le virement a été effectué ce matin, dit-elle triomphalement. Juste à temps pour finaliser l'achat de la maison la semaine prochaine. Un timing parfait, tu ne trouves pas? J'ai secoué la tête lentement, puis je l'ai regardé avec une question. Juste par curiosité, as-tu vérifié le nom du compte sur le compte que tu as vidé? L'expression suffisante de Miranda vacilla légèrement. Quoi? Le nom du compte, répétai-je calmement. As-tu vérifié à qui appartenait réellement le compte que tu vidais? Un éclair d'incertitude traversa son visage. C'était ton compte d'épargne principal. J'ai vu le solde quand tu l'as vérifié sur le téléphone. Maintenant, c'était mon tour de sourire. Miranda, je savais pour le logiciel espion depuis le lendemain du jour où tu m'as donné le téléphone. Mon ami Logan travaille dans la cybersécurité. Il l'a trouvé immédiatement. Son visage pâlit légèrement, mais elle se ressaisit rapidement. Ça n'a pas d'importance. L'argent est déjà parti. Non, en fait, il n'est pas parti, répondis-je, sortant mon vrai téléphone. Parce que ce que tu as vu n'était pas mon vrai compte. C'était un leurre que nous avons créé spécifiquement pour que tu le trouves. Le compte que tu as vidé ce matin n'existe que comme un mirage numérique. Si tu vérifies ton portefeuille de crypto-monnaie, je pense que tu le trouveras vide.
L'expression de Miranda passa de la confusion à l'horreur alors qu'elle sortait frénétiquement son téléphone et vérifiait quelque chose. Le sang se vida de son visage. « C'est pas possible, murmura-t-elle. « Oh, c'est tout à fait possible, l'assurai-je. Nous avons également documenté toutes tes tentatives d'accès au faux portail, avec ton adresse IP et les horodatage. Nous avons des journaux du logiciel espion envoyant mes frappes à un serveur enregistré à ton nom. Franchement, tu aurais vraiment dû utiliser une meilleure sécurité opérationnelle si tu prévoyais de commettre une fraude électronique fédérale. » Les mains de Miranda commencèrent à trembler. « Tu mens. Tu dis ça juste parce que tu es en colère. » J'ai haussé les épaules et j'ai levé mon vrai téléphone, lui montrant un enregistrement d'écran que Logan avait préparé, documentant toutes les preuves que nous avions recueillies. L'expertise numérique ne ment pas, Miranda, tout est tracé de nos jours. La réalité de sa situation sembla enfin la frapper. Jacob, écoute, c'était juste une blague. Je n'allais pas vraiment garder l'argent. J'allais t'en parler ce soir et tout te rendre. C'était juste pour te donner une leçon de cybersécurité. Une leçon qui impliquait l'achat d'une maison à 700 000 $ avec mon argent, demandai-je avec scepticisme. Tu ne peux pas le dire à maman et papa, supplia-t-elle, sa voix tombant dans un murmure désespéré. Ils ne me pardonneront jamais. C'est probablement vrai. J'ai acquiescé. Une tentative de vol de 400 000 $ est assez difficile à faire passer pour un malentendu. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Miranda, la peur réelle dans ses yeux pour la première fois. Je la considérais un long moment. Ça dépend de ce qui va se passer ensuite. Mais d'abord, rentrons à l'intérieur. Je pense qu'il est temps de faire une réunion de famille. La couleur quitta complètement le visage de Miranda alors qu'elle réalisait que son plan soigneusement élaboré avait non seulement échoué, mais qu'il était sur le point d'être révélé à nos parents. À ce moment-là, elle ressemblait moins à la manipulatrice confiante des minutes précédentes et plus à une enfant effrayée prise dans un terrible mensonge. Tandis que nous retournions vers la maison, je ne ressentais aucune satisfaction de sa détresse, seulement une profonde tristesse que cela en soit arrivé là, mais certains mensonges sont trop grands pour rester cachés. Et certaines trahisons coupent trop profondément pour être balayées d'une autre promesse creuse de faire mieux. De retour dans le salon, papa et Catherine étaient assis sur le canapé, regardant des photos de la maison que Miranda prétendait acheter. Ils levèrent les yeux avec des sourires qui s'estompèrent rapidement en voyant nos expressions. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda papa, regardant entre nous. Miranda lança immédiatement un contrôle des dégâts. « Rien, Jacob est juste dramatique à propos d'un stupide problème de téléphone. » Je pris une profonde inspiration. En fait, il y a quelque chose d'important que vous devez tous les deux entendre. Avant que Miranda ne puisse l'interrompre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement de notre conversation sur la terrasse où elle admettait explicitement avoir installé un logiciel espion sur le téléphone qu'elle m'avait donné et avoir tenté de voler toutes mes économies. L'enregistrement était clair et accablant. La voix de Miranda remplit la pièce, froide et calculatrice, alors qu'elle décrivait comment elle avait libéré mon argent de quelqu'un de trop stupide pour le protéger correctement. Tandis que l'enregistrement se déroulait, le visage de papa passa de la confusion au choc à la colère. La main de Catherine couvrit sa bouche, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Miranda resta figée comme une statue de pure panique. Quand l'enregistrement se termina, le silence était assourdissant. Finalement, papa parla. Sa voix tendue. « Miranda, dis-moi que c'est une sorte de mauvaise blague. » Les instincts de survie de Miranda s'activèrent. Il manipule l'enregistrement. Je n'ai jamais dit ces choses. Jacob a toujours été jaloux de moi, et maintenant il essaie de vous monter contre moi parce que j'ai enfin réussi. Son mensonge désespéré resta suspendu dans l'air un instant avant que je ne réponde calmement. J'ai beaucoup plus de preuves. J'ai sorti la documentation que Logan avait préparée, montrant les horodatages, les adresses IP et les journaux de serveurs. Mon ami qui travaille dans la cybersécurité m'a aidé à rassembler tout cela. C'est concluant et ça tiendrait au tribunal. Tribunal ? Catherine halta, retrouvant enfin sa voix. Jacob, sûrement, tu n'irais pas porter plainte contre ta propre sœur. Demi-sœur. Miranda rectifia automatiquement, puis eut immédiatement l'air de le regretter. Papa se leva, le visage pâle. Miranda, est-ce vrai ? As-tu vraiment essayé de voler les économies de Jacob ? Les yeux de Miranda papillonnèrent dans la pièce comme un animal acculé. Puis,
dans une dernière tentative désespérée, elle fondit en larmes. J'avais besoin d'argent. Savez-vous à quel point il a été difficile de voir Jacob réussir dans tout pendant que je galérais? Il a des centaines de milliers qui ne font rien alors que j'ai à peine de quoi payer le loyer. Ce n'est pas juste. Son aveu, bien qu'enveloppé d'apitoiement sur elle-même, fit taire tout doute persistant. Papa se laissa retomber sur le canapé, l'air soudain pluvieux. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-il doucement. Ce ressentiment. J'ai décidé qu'il était temps d'être totalement transparent. Depuis le début, dis-je. Tu te souviens du vase qui a été cassé quand nous étions adolescents? Miranda l'a cassé et m'a blâmé. L'argent qui a disparu du sac à main de Catherine? C'était Miranda aussi. Les rumeurs à l'école selon lesquelles j'avais triché. Tout est de Miranda. C'est de l'histoire ancienne, protesta Miranda. Tu ne peux rien prouver de tout ça maintenant. Tu as raison. Je ne peux pas. J'ai reconnu. Mais j'ai gardé des traces d'autre chose. Chaque fois que tu m'as appelé pour de l'argent au cours des 8 dernières années, chaque promesse de le rembourser qui ne s'est jamais concrétisée. Chaque histoire sur la destination de l'argent qui s'est avérée être un mensonge. Je leur ai montré une feuille de calcul sur mon téléphone. En excluant cette dernière tentative, tu m'as pris plus de 37 000 $, Miranda. De l'argent donné de bonne foi parce que tu faisais partie de la famille. Catherine se tourna vers Miranda, son expression se durcissant. C'est ainsi que nous t'avons élevé? Pour voler et mentir? Vous l'avez toujours favorisé, cria Miranda, me montrant du doigt. Depuis que papa t'a épousé. C'est toujours Jacob ceci et Jacob cela. Le pauvre Jacob dont la mère est partie. Le parfait Jacob avec ses notes parfaites et son travail parfait. Ce n'est pas vrai, dit papa fermement. Nous avons toujours été beaucoup plus indulgents avec toi qu'avec Jacob. Nous avons ignoré tes erreurs, payé tes dettes, célébré tes moindres réussites tout en considérant le succès de Jacob comme acquis. Ces mots, reconnaissant ce que j'avais ressenti pendant des années, me frappèrent comme une force physique. Je ne m'étais jamais attendu à ce que papa le voie, encore moins à ce qu'il le dise à voix haute. Nous vous avons tous les deux déçus, continua papa, regardant entre nous. Nous n'avons pas réussi à créer une vraie famille. Nous n'avons pas réussi à t'enseigner le respect et la responsabilité, Miranda. Et nous n'avons pas réussi à apprécier ta constance et ton travail acharné, Jacob. Miranda n'était pas intéressée par ce moment de vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-elle. Tu vas appeler la police? Me faire arrêter? Ruiner ma vie pour une erreur? Une erreur, c'est oublier de répondre à un appel téléphonique, répondis-je calmement. Ce que tu as fait est un crime fédéral qui pourrait entraîner une peine de prison allant jusqu'à 20 ans. C'était prémédité, sophistiqué, et cela m'aurait dévasté financièrement si cela avait réussi. La couleur quitta à nouveau le visage de Miranda. 20 ans. Papa me regarda attentivement. Que veux-tu faire, Jacob? Ce fut un moment profond. Pour la première fois peut-être, papa reconnaissait pleinement mon autonomie et mon jugement. Il ne me disait pas quoi faire ou ne jouait pas les médiateurs entre Miranda et moi. Il me demandait ce que je pensais être juste. Je ne veux pas voir Miranda en prison, dis-je après un moment de réflexion. Mais cela ne peut pas être balayé sous le tapis avec des excuses et une promesse de faire mieux. Cela n'a pas fonctionné au cours des 15 dernières années. Je me tournai vers Miranda. Voici ce qui va se passer. Premièrement, tu vas te faire aider professionnellement. Une vraie thérapie. Pas juste quelques séances pour nous apaiser. Deuxièmement, tu vas faire des excuses écrites formelles reconnaissant tout ce que tu as fait, pas seulement ce dernier stratagème. Troisièmement, tu vas effectuer 200 heures de travaux d'intérêt général en travaillant avec des victimes de fraude financière. Quatrièmement, tu n'auras plus accès aux fonds familiaux tant que tu n'auras pas démontré un réel changement. Et si je refuse, me lança Miranda, bien que sa voix manquât de conviction. Alors je porterai plainte et laisserai le système judiciaire décider de tes conséquences, dis-je simplement. Ce n'est pas une négociation. Papa hocha la tête lentement. Ces conditions sont plus que justes compte tenu des circonstances. Catherine semblait moins certaine. N'y a-t-il pas un moyen de gérer cela plus discrètement? De garder ça en famille. Nous avons gardé le comportement de Miranda en famille pendant 15 ans, fis-je remarquer, ça n'a fait que s'aggraver. À un moment donné,
de vraies conséquences doivent s'appliquer. Je ne peux pas me permettre une thérapie, protesta Miranda. Ni prendre du temps libre pour des travaux d'intérêt général. Tu n'as pas de vrai travail, lui rappelai-je. Ton entreprise de conseil était une fiction pour expliquer l'argent que tu pensais être sur le point de me voler. Et quant aux frais de thérapie, je les couvrirai parce que je veux sincèrement que tu ailles mieux. Miranda regarda autour de la pièce, ne voyant aucun allié. Très bien, dit-elle amèrement. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Tu as toujours eu des choix, Miranda, dit papa doucement. Tu as juste constamment fait les mauvais. La réunion de famille s'est prolongée tard dans la nuit. Il y a eu plus de larmes, d'accusations et de révélations douloureuses. Miranda a alterné entre défis, apitoiement sur soi et aperçus occasionnels de remords sincères. Papa et Catherine ont progressivement accepté leur rôle dans le fait d'avoir permis le comportement de Miranda au fil des ans. J'ai partagé davantage sur la façon dont la dynamique familiale m'avait affecté. J'ai dit des vérités que j'avais retenues pendant plus d'une décennie. Au moment où je suis parti, Miranda avait accepté mes conditions, bien qu'avec une réticence évidente. Papa avait promis de l'aider à s'assurer qu'elle les suivait. Cette fois sans lui permettre d'éviter ses responsabilités, Catherine avait été plus silencieuse, luttant clairement pour concilier la fille qu'elle pensait avoir avec la personne que Miranda s'était révélée être. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Un mythe familial avait été brisé, mais peut-être que quelque chose de plus honnête pourrait éventuellement le remplacer. Le chemin à parcourir serait difficile pour nous tous, mais surtout pour Miranda, qui devrait reconstruire non seulement notre confiance, mais toute sa propre conception d'elle-même. Je me suis demandé si elle était capable de ce genre de changement. Je me suis demandé si notre famille était assez forte pour traverser cette tempête. Surtout, je me suis demandé si j'avais fait la bonne chose en forçant cette confrontation plutôt que de simplement m'en aller. Le temps le dirait. Pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de rester ferme sur les limites que j'avais finalement établies et d'espérer que, d'une manière ou d'une autre, des cendres de cette trahison, quelque chose de mieux pourrait finir par émerger. 1 an plus tard, j'étais assis dans un café, attendant l'arrivée de Miranda. Nous avions établi un rendez-vous mensuel qui avait commencé dans le cadre de son processus de responsabilisation, mais qui avait progressivement évolué vers quelque chose ressemblant à une relation fraternelle normale. Pas proche, pas encore. Mais civile et occasionnellement même agréable. Miranda est entrée, l'air différente d'il y a 1 an. Les vêtements voyants et le maquillage excessif avaient disparu, remplacés par un style plus simple et plus authentique. Elle se tenait différemment aussi, avec moins de défensive agressive et plus de confiance sincère. Désolée d'être en retard, dit-elle, glissant sur la chaise en face de moi. La thérapie a duré longtemps aujourd'hui. Comment ça se passe, demandai-je, lui tendant un café. Je m'étais souvenu comment elle l'aimait. Difficile, admit-elle. Nous explorons des choses de l'enfance qui ne sont pas confortables. Mais le docteur Winter dit que c'est là que la croissance se produit, dans l'inconfort. J'ai hoché la tête. Cela correspond à mon expérience. Oui, j'avais aussi commencé une thérapie. Les conséquences de la trahison de Miranda m'avaient forcé à examiner mes propres schémas, en particulier ma tendance à aider les autres au détriment de mon propre bien-être et ma difficulté à fixer des limites avec ma famille. Comment vont maman et papa, demandai-je. Je les voyais toujours tous les mois pour le dîner. Mais la relation de Miranda avec eux avait été plus compliquée à reconstruire. Mieux, dit-elle. Papa essaie vraiment. Il pose des questions sur la thérapie et écoute réellement les réponses. Maman a encore un peu de mal. Je pense qu'elle a l'impression que mes problèmes se reflètent sur son éducation. Ils font tous les deux leur propre travail, observai-je, ça compte beaucoup. C'était vrai. Le tremblement de terre familial avait provoqué des changements pour tout le monde. Papa avait rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants adultes ayant des problèmes de comportement. Catherine avait commencé une thérapie pour gérer ses tendances à la complaisance. Ils apprenaient, parfois douloureusement, à se comporter avec nous deux en tant qu'adultes plutôt qu'en tant que prolongement d'eux-mêmes. J'ai terminé mes heures de travaux d'intérêt général la semaine dernière, mentionna Miranda, sirotant son café. Le directeur m'a demandé si je voulais rester bénévole. Ils ont besoin de gens qui comprennent la fraude financière sous, eh bien, tous les angles. J'ai levé un sourcil. Tu vas le faire ? Elle hocha la tête. Je pense que oui.
ça a été étonnamment significatif. Certaines histoires de victimes m'ont vraiment touché. C'était nouveau. Miranda montrant de l'empathie pour les autres d'une manière qui n'était pas performative ou calculée pour un gain personnel. Des petits pas, mais des pas significatifs. Comment va le nouveau travail, demandai-je. Après avoir abandonné la fiction de son entreprise de conseil, Miranda avait eu du mal à trouver un emploi avec son historique de travail irrégulier. Finalement, elle avait accepté un poste de débutante dans une organisation à but non lucratif qui aidait les familles à faible revenu avec la littératie financière. L'ironie n'échappait à aucun de nous, mais cela semblait lui convenir. C'est stimulant de la meilleure des manières, répondit-elle. J'apprends tellement et ça fait du bien d'aider réellement les gens au lieu de, eh bien, tu sais, au lieu de les manipuler, elle n'avait pas besoin de le dire. Je voulais te dire, continua-t-elle, l'air légèrement mal à l'aise. J'ai commencé à économiser pour te rembourser. Ce n'est pas grand-chose encore, juste $50 par paie, mais je suis déterminé à tout rembourser un jour. Je ne m'y étais pas attendu. Le remboursement n'avait pas fait partie de notre accord. Miranda, tu n'es pas obligé. Oui, je le suis. Elle m'interrompit fermement. Non pas parce que tu l'exiges, mais parce que j'en ai besoin pour moi, pour ma guérison. Le docteur Winter appelle ça faire des réparations vivantes au point. J'ai hoché la tête lentement, respectant sa décision. Je comprends. Nous avons parlé pendant une autre heure, nous rattrapant sur le travail, les amis et les nouvelles de la famille. Il y avait encore des moments gênants et d'anciennes habitudes qui refaisaient surface occasionnellement, mais elles ne dominaient plus notre interaction. Nous apprenions une nouvelle façon d'être frères et sœurs, une conversation à la fois. Alors que Miranda s'apprêtait à partir, elle marqua une pause. Jacob, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Pourquoi? Pour ne pas avoir porté plainte. Pour m'avoir donné une chance de changer au lieu de simplement me rayer de la carte. Tu en avais tout à fait le droit. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je ne l'ai pas fait que pour toi. Je l'ai fait pour moi aussi. T'envoyer en prison n'aurait rien guéri. Cela aurait peut-être semblé juste sur le moment, mais cela n'aurait pas résolu les vrais problèmes. Miranda hocha la tête. Quand même, merci. Après son départ, je suis resté à table, réfléchissant à l'année écoulée et aux leçons qu'elle m'avait apprises. J'avais appris la différence entre aider et permettre, une distinction que je n'avais jamais vraiment comprise auparavant. Aider permet à quelqu'un de résoudre ses propres problèmes. Permettre les protège des conséquences nécessaires à la croissance. J'avais appris à faire confiance à mon instinct. Ce sentiment de malaise que j'avais eu à propos du cadeau de Miranda n'était pas de la paranoïa. C'était mon subconscient qui reconnaissait des schémas que mon esprit conscient voulait ignorer. Cette intuition m'avait sauvé de la ruine financière. J'avais appris comment les schémas de l'enfance peuvent se répercuter sur les relations adultes s'ils ne sont pas examinés. Le ressentiment de Miranda et ma complaisance n'étaient pas seulement des bizarreries de personnalité. C'étaient des mécanismes d'adaptation développés dans la dynamique de notre famille recomposée. Comprendre cela n'excusait pas un comportement nuisible, mais fournissait un contexte qui rendait le changement possible. Le plus important peut-être, j'avais appris que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. En étant toujours disponible, toujours aidant, toujours pardonnant sans responsabilisation. Je ne rendais pas service à Miranda. Je participais à une danse dysfonctionnelle qui nous maintenait tous les deux bloqués dans des schémas nuisibles. La trahison avait été douloureuse, même traumatisante, mais elle avait aussi été le catalyseur d'un changement qui était attendu depuis longtemps. Notre famille ne serait jamais l'idéal d'une carte de vœux, mais elle devenait quelque chose de plus honnête, de plus authentique, et finalement plus sain. Dans ma vie professionnelle, j'avais aussi canalisé cette nouvelle compréhension en un changement positif. J'avais lancé un programme de bénévolat enseignant l'éducation financière et la sécurité en ligne aux populations vulnérables. L'expérience de la perte quasi totale de mes économies m'avait montré à quel point la fraude financière pouvait être dévastatrice, en particulier pour ceux qui avaient moins de ressources et de systèmes de soutien que moi. Alors que je terminais mon café et me préparais à partir, je réalisais que, d'une étrange manière, la trahison de Miranda avait été un cadeau. Pas un que j'aurais choisi, certes, mais un qui avait forcé une croissance que j'aurais pu éviter autrement. La liberté qui découle de la rupture de schémas familiaux destructeurs valait plus que les $400 000 qui étaient en jeu. Les relations familiales sont compliquées.
Elles peuvent être la source de nos blessures les plus profondes et de notre plus grande guérison. Le voyage avec Miranda n'était pas terminé. Le vrai changement prend du temps, de la constance et de l'engagement. Mais pour la première fois peut-être, j'étais prudemment optimiste quant à notre direction. Non pas parce que j'espérais naïvement une transformation miraculeuse, mais parce que nous faisions tous le travail difficile et peu glamour d'examiner les schémas, de fixer des limites et de choisir des façons plus saines de nous relier les uns aux autres. Le plus grand cadeau des personnes difficiles est parfois la force que nous trouvons en nous-mêmes en les gérant. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la navigation dans les relations compliquées. Et souvenez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de cesser de le protéger des conséquences de ses actes. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite force et clarté dans vos propres parcours familiaux.